Chaque fois que je vais en montagne, j'ai le bonheur de poser mon regard sur ces paysages infinis, parfois angulaires, parfois hédoniques, apaisants, réparateurs. Je ne fais pas partie de ceux qui conquièrent les sommets. Je ne serai jamais la première à être en haut quelque part, mais je m'imagine toutes les histoires qu'elles renferment et rêve de ceux qui les ont traversées. Ce que je souhaite, c'est éviter la foule. Pas forcément aller haut, mais aller loin. Les premières routes à quelques heures de marche, le réseau absent. J'aime avoir l'impression que le monde pourrait changer de siècle pendant plusieurs jours et que nous pourrions l'ignorer et revenir à terre, à plat, dans l'insouciance la plus totale. En 2020, une pandémie mondiale m'a privée de ces échappées, comme nous tous. Enfermée devant mon écran, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Celle d'une aristocrate irlandaise née en 1860, Lizzie Leblond. Lizzie découvre les Alpes à l'âge de 21 ans. Elle tombe éperdument amoureuse de la montagne, des défis et de la liberté qu'elle lui offre. Comme moi, elle capture ses séjours à la montagne. Elle emmène en haut des cimes sa chambre photographique et ses plaques de verre. C'est un miracle de redécouvrir aujourd'hui ces images de neige presque éternelles. Capturer ces photos en haute altitude témoigne d'une compétence hors du commun. Plus bas, elle utilise son cinématographe à Saint-Moritz, en Suisse. Elle tourne 10 films sur les sports d'hiver en 1898. Sans même s'en rendre compte, elle devient une pionnière du cinéma, mais restera toujours profondément attachée à l'immobilité de la photographie et à celle de la montagne. Pendant ces mois confinés, j'ai voyagé à travers les mots et les images de Lizzie. Elle est devenue ma compagne de cordée. En retournant sur ses pas, je vais vous raconter son histoire. Celle d'une alpiniste émérite, photographe et cinéaste oubliée, qui avait besoin de la montagne et de la raconter, elle aussi. Son parcours me rappelle à quel point il est important de questionner l'histoire et d'aller chercher, plus loin que dans les livres, les femmes qui l'ont façonnée. Voici notre voyage dans le temps, à Lizzie et moi. J'ai découvert la montagne à 20 ans avec mon frère Quentin. Il y a toujours une part de hasard, quelqu'un qui nous y entraîne pour la première fois. Et puis la montagne a pris une place essentielle dans ma vie. Pour Lizzie, le hasard l'a conduite vers les cimes à un moment crucial de son existence. Et elle y a trouvé une passion profonde, une liberté incomparable. Ma mère, qui s'était toujours passionnée pour les récits d'aventure, me lisait des extraits de Scrambles Amongst the Alps quand j'étais enfant. Bien que attirée sur le moment par la vigueur et le pittoresque de cette écriture et de ses dessins, le sujet de l'escalade ne m'a jamais vraiment saisie. Et lorsque j'ai vu pour la première fois la Jungfrau depuis la vallée d'Interlaken, cela ne m'a semblé qu'une vision lointaine d'une neige scintillante sur laquelle personne d'autre que le pied de la folie ne pourrait jamais vouloir marcher. Alors à l'origine, dans son autobiographie, elle explique qu'elle s'installe dans les Alpes pour des raisons de santé, parce que son médecin l'y envoie. Elle est épuisée par une vie mondaine intense. Elle a eu son fils. Elle est jeune, en fait, elle a eu son premier enfant. Et elle va dans les Alpes pour se reposer, comme le font beaucoup de bourgeoises ou d'aristocrates de l'époque. Donc elle va un peu en altitude voilà, pour se reposer. Un jour, elle débarque à Chamonix. Et là, elle a le flash. Et elle rencontre une équipe de jeunes Britanniques qui lui disent « Viens, on va aller dans la montagne ». Alors elle commence par des randonnées à la mer de glace, etc. Et tout. Et puis très vite, ils ont l'idée d'aller au Mont Blanc. Mont Blanc dont elle fera une ascension hivernale. En hiver au Mont Blanc, ça prend un temps fou. Et les conditions croisées avec le matériel de l'époque, c'est une catastrophe. C'est qu'elle a été vraiment très, très active. Elle a fait 113 grandes courses.
Une fois qu'elle est suffisamment à l'écart des villages, elle change de tenue et elle met une jupe plus légère, voire un pantalon sous sa jupe. Mais les alpinistes de la génération antérieure disent qu'elles ont une belle robe dans leur sac, qu'elles vont la laver, la faire sécher avant de revenir à la civilisation, parce que c'est pas acceptable pour une femme de la bonne société de se montrer habillée en homme. Leblond, elle adhère complètement à ces codes, et dans la manière de raconter ses ascensions, elle reprend la rhétorique des alpinistes de son époque. Elle va se mettre en scène comme étant en difficulté, comme surmontant les difficultés. Elle va faire preuve d'une sorte d'humour assez anglais à l'époque, en euphémisant beaucoup. Un dernier petit incident eut lieu 1 heure avant notre arrivée à destination. Un pont de neige fragile s'étendait au-dessus d'une petite crevasse sur notre chemin. Un par un, nous nous sommes assis pour la traverser, le guide en tête tirant sur la corde de son voisin derrière lui. Quand mon tour arriva, la corde entre Simon et moi était lâche. Sous mon poids, le pont se mit à craquer violemment. M'appuyant d'un côté sur mes épaules et de l'autre sur mes pieds, je tentais de garder mon équilibre. « Tirez !» m'écriai-je. Et enfin il s'exécuta, juste au moment où le dernier vestige du pont disparut. Elle se prend au jeu assez rapidement. Et comme elle a les moyens financiers, elle va pouvoir embaucher des guides et puis très vite progresser. Cette progression, elle est aussi permise par le fait qu'elle est éloignée de Londres et de l'Angleterre, et qu'elle n'est pas confrontée au regard de la bonne société qui désapprouverait en fait sa pratique. Mais c'est un peu par hasard qu'elle découvre l'alpinisme, parce que les femmes, elles n'étaient pas destinées à être alpinistes. Elle se met en scène dans son autobiographie en disant que elle savait même pas mettre ses chaussures, que sans sa bonne, elle savait pas quelle était la chaussure droite, la chaussure gauche, les grosses chaussures d'alpinisme de l'époque. Donc c'est assez étonnant en fait qu'elle ait réussi à progresser et à devenir physiquement en fait aussi capable dans une pratique à laquelle elle n'était pas du tout destinée. L'alpinisme n'a pas échappé aux règles de la société au sein de laquelle il s'est développé, qui était une société patriarcale. Donc elles ont été très peu nombreuses. Pour la société de l'époque, une femme qui fait de l'alpinisme, c'est contre nature. Être une femme, ça conduit à être sous-représentée dans l'histoire d'une pratique, je pense, à être moins visible que les hommes. Et Elisabeth Leblond, finalement, c'est presque la plus visible des femmes de cette époque, parce qu'elle a témoigné. Et souvent, on remarque que les historiens de l'alpinisme ou de n'importe quelle pratique, ils ont tendance à répéter ce que disaient déjà leurs prédécesseurs. Donc il y a une espèce de sentier de dépendance qui se met en place avec les mêmes noms en fait, qui sont sans cesse répétés. Si Elisabeth Leblond avait été citée dès le début, peut-être qu'elle serait très connue aujourd'hui. Elle mériterait d'être redécouverte aujourd'hui, cette femme. Malgré le nombre de livres qu'elle a publiés, le nombre de photos qu'elle a faites, c'est assez étonnant. Lizzie, de son vrai prénom Elisabeth, s'est mariée 3 fois et a porté de nombreux noms, Hawkins, Burnaby, Maine et Aubray-Leblond, rendant sa trace dans l'histoire complexe à suivre. Dans ses écrits, elle est spontanée, authentique et déterminée, cherchant avant tout à transmettre sa passion de l'alpinisme. Quand je lis ses écrits d'aventure, c'est comme si elle était avec moi. J'ai une dette suprême de gratitude envers les montagnes pour m'avoir fait tomber les chaînes de la conventionnalité. J'ai dû lutter dur pour ma liberté. Ma mère a bravé la tempête en mon nom lorsque ma grande-tante Lady Bentinck a lancé un SOS effréné. « Arrêtez-la d'escalader des montagnes. Elle scandalise tout Londres et ressemble à une indienne rouge. » C'est intéressant ce passage dans ce récit de Leblond, parce qu'elle ridiculise ces touristes qui font partie de la même classe sociale qu'elle et qui, se prennent peur quand elles voient le teint bronzé et en fait un peu brûlé de Leblond qui descend d'une ascension. Et ces touristes veulent surtout pas que leur peau ressemble à ça. Donc elle lui demande des conseils pour éviter ça. Et Leblond, elle est sur un autre plan. Elle vient d'accomplir un exploit et elle leur dit qu'elle a accompli cet exploit et elles le comprennent pas et elles lui disent ah mais bon, si je mets plusieurs voilettes sur mon visage, peut-être que ça se verra pas. Et là, c'est vraiment, elle tourne en ridicule ces touristes qui ont pas compris les codes de l'alpinisme et qui sont pas du tout dans les montagnes pour la même chose qu'elle. Je fais partie de ces personnes excentriques qui considèrent l'automne meilleur que l'été pour l'escalade. Tout d'abord, je suis une lâche. Et rencontrer un orage sur un sommet et faire bzz 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 avec ma hache alors que mes cheveux se dressent sur ma tête me terrifie jusqu'à des crises. Ensuite, j'ai une aversion pour les touristes. Et en automne, il y a peu de touristes. Encore une fois, je déteste être rôtie pendant 13 ou 14 heures et patauger dans de la neige épaisse. En automne, les journées sont courtes, l'air est frais. Et la neige est généralement de premier ordre. Elle va se faire une spécialité de l'alpinisme hivernal. Elle va aller jusqu'à faire
une première hivernale avec une Anglaise, sans guide. C'est quand même assez extraordinaire. Et elle a fait également la première hivernale du Monte Disgrazia, un sommet qui n'est pas très connu, mais qui est déjà assez haut et complexe. Elle est tellement en forme qu'elle elle va enchaîner les différentes pointes du Monte Disgrazia. Et la course va durer 40 heures, en plein hiver. Elle est passée un petit peu à côté des projecteurs, à part le fait qu'une fois qu'elle a eu abandonné l'alpinisme, elle a fait partie de celles qui ont fondé le Ladies Alpine Club, puisque les femmes n'avaient pas le droit de faire partie de l'Alpine Club de ces messieurs. Aujourd'hui, elle ressort un petit peu d'un anonymat qui est vraiment injuste. Lizzie, comment puis-je te raconter ta vision de la montagne, ta façon de créer, ta façon d'être? J'aimerais comprendre ce que ça fait d'être au bout d'un petit monde, tout en haut. Je sais que je ne me destine pas à l'alpinisme, mais savoir que je me rendrai au même endroit, à quelques mètres près peut-être, a une saveur toute particulière. Si ta mémoire existe dans tes photos, tes écrits, je sais qu'elle existe aussi dans les cimes. Je décide alors de me rendre dans quelques mois en Suisse à la pointe Burnaby. Cette montagne portant ton nom est l'un des 82 sommets des Alpes s'élevant à plus de 4000 mètres d'altitude. Il est surnommé le 4000 des Dames. Voilà que j'entrevois ma porte d'entrée vers l'alpinisme. Et j'ai la chance d'avoir mon frère pour me conseiller. On n'est pas arrivé en haut parce qu'on n'a pas réussi à avoir le temps, quoi. Enfin, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. Je veux dire, c'était pas frustrant, en fait, parce que on a su prendre la décision d'arrêter au bon moment, quoi. En fait, on s'est retrouvés à midi, encore 300 mètres de dénivelé du sommet, avec une grosse crevasse qui nous barrait la route. Et on en a discuté ensemble, on était 3. Donc un chef de cordée assez expérimenté, et puis on était 2 autres, beaucoup moins, moi avec 0 expérience préliminaire et l'autre avec pas énormément d'expérience. Et donc j'ai beaucoup aimé ça en fait aussi, qu'on avance en équipe. Ça, c'est ce que j'aime bien dans ce... Parce qu'il y a plus ça qu'en randonnée, au final, j'ai l'impression. Je pense qu'en randonnée, c'est important, mais en alpinisme, c'est un peu... Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai l'impression que c'est indispensable, quoi. Juste pour des questions de sécurité, en fait. Donc, ça vaut vraiment le coup de prendre un petit peu le temps de bien se préparer pour en profiter au maximum. Un clair de lune inondait la vallée de Chamonix et la clarté de l'air contrastait avec l'atmosphère pesante du lieu que nous venions de quitter. À 8h30, nous sommes arrivés dans le village. Mon guide nous attendait, observant le baromètre avec une évidente satisfaction. « Un temps superbe, madame. Je crois qu'il faut profiter le plus vite possible. N'est-ce pas, Cuplin ? Madame, c'était mon idée. À demain !» Alors là, il y a mon petit cœur qui bat. C'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle comme pisteur secouriste pendant 3 ans. Ah ouais ? Le paradis sur Terre. Pour cette première ascension, je pars avec mon ami Simon, avec qui je filme, et Arnaud, mon producteur. Claude, guide et journaliste spécialisé sur la montagne, et Laurent, de la compagnie des guides de Chamonix, ont pour mission de nous mener au sommet. Donc là, c'est quand même bien parce qu'on est hors saison, entre guillemets. On est en semaine, là, donc il n'y aura pas grand monde, mais c'est vrai que là, on va sur un 4000 fréquenté. Oui, c'est un peu le 4000 facile. Parce qu'il est facile, mais tu vas voir, ça va pas être choquant du tout. Hein. Okay. Durant ce voyage en voiture, j'entends tout un tas d'anecdotes sur l'histoire de l'alpinisme, mais aussi sur leurs histoires personnelles, leurs compagnons de cordée, leurs clients devenus amis, leurs amis disparus tragiquement. Les sommets sont au cœur de leur vie. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on pratique majoritairement avec des guides. Même les plus grands alpinistes font leurs ascensions, leurs premières ascensions, donc les premières, avec guide. C'est seulement à la fin du 19e qu'on commence à avoir des ascensions sans guide. Donc le Blon, elle est encore dans des ascensions avec guide. De ce fait, il y a une relation privilégiée qui se noue entre un alpiniste et son guide, d'autant que les Anglais à l'époque arrivent à contourner le système du tour de rôle
qui est établi à Chamonix par la compagnie des guides. Le tour de rôle, normalement, c'est qu'on ne peut pas choisir son guide. On arrive et on nous attribue le prochain guide sur la liste. Or, par un système consistant à passer des cols, à les embaucher dans d'autres pays et à passer des cols alpins, pour arriver à Chamonix par l'extérieur avec leur guide, ils arrivent à les réserver d'une année sur l'autre. Ce qui fait que les Anglais créent des relations privilégiées avec un guide avec qui ils peuvent devenir presque amis. Alors, c'est peut-être difficile d'imaginer une amitié avec quelqu'un d'un autre milieu social et, pour le blond, avec un homme d'un milieu complètement différent et d'un pays différent. Néanmoins, il y a quand même des relations fortes qui se créent parce qu'ils sont dans la montagne ensemble, ils traversent des épreuves ensemble. Il a souvent été question de savoir si le talent de trouver un itinéraire possible quand aucun semblant de chemin n'existe vient de l'instinct ou de l'entraînement. Il me semble qu'elle procède généralement des deux, mais surtout de l'entraînement. Édouard Cuplin, ça semble avoir été un très très bon guide. Premièrement parce qu'il avait fait 80 fois le Mont Blanc, ce qui à l'époque était énorme. Et donc il avait gagné le surnom de capitaine Mont Blanc. Et Lizzie Leblond observe que sur la glace, Cuplin est beaucoup plus fort. Alors, une des difficultés à laquelle ils étaient confrontés, ces gens-là, c'est justement le matériel. Le matériel était rudimentaire. Le matériel d'assurance, par exemple, c'était des cordes en chanvre, la corde nouée autour du ventre. C'était des cordes qui ne supportaient pas la chute d'un premier de cordée. Premier de cordée, c'est-à-dire le guide, il n'avait pas le droit de tomber. Nous sommes partis vers 12h le premier jour et nous avions 1700 mètres à grimper jusqu'à la cabane de Tracuit. Sur ce chemin bien tracé, nous cherchions à deviner le passage de Lizzie. Notre seul point de rendez-vous avec elle serait le sommet. Et ça, c'est seulement si j'y arrive. Elle parle du glacier sur lequel on va passer, ça c'est sûr. Alors elle est Tourteman. Ouais, elle passe dessus, elle passe sur un plateau et elle est passée par une cascade de glace qui doit plus exister. Elle parle de Tourteman. Oui. Il est très possible qu'elle soit arrivée là. Tourteman, ils ont remonté ce glacier et ils mentionnent ce col duquel ils ont pris l'arête. Donc le Bissorn est là, le vrai sommet, la pointe Bornaby là, et l'arête est-nord-est gravie par la cordée Bornaby, c'est celle-là. Elle avait demandé à un moment, il pouvait passer par une cascade de glace ou quelque chose de plus simple, et elle a choisi de passer par une cascade de glace. Donc c'est pas impossible que ça soit ça aussi à la descente. Ouais. Il y a beaucoup de chances que c'est comme ça. Du Bisror, elles sont montées. Et ça explique en partie pourquoi ils n'ont pas été au plus haut. Ouais. 140 ans après Lizzie, me voilà partie à la conquête de la pointe Burnaby, gravie pour la première fois le 6 août 1884, avec ses guides Joseph Imboden et Peter Sarbach. Ce qui m'a motivée à être ici, ce sont les photographies de Lizzie, ses paysages sinueux, ses silhouettes minuscules et surtout ses contrastes saisissants. Si je ne l'avais pas découverte par hasard, je ne serais pas là aujourd'hui. Faire connaître Lizzie n'est pas une démarche qui m'appartient seule, et sans le travail de Jacqueline Borgenson, je me serais contentée de regarder les sommets d'en bas. It was a great day. It was 2013, so 10 years ago. I can't believe it's 10 years. I was called up to Topeka, which is the capital of Kansas. I was asked to appraise a photographic collection to see if it was important enough to save. I remember going into it was a bookshop, and I remember sitting down and having one of the albums, there were 8 albums, handed me, and it's just dirty and dusty and disgusting. And I opened it up, and I saw a photograph, and I closed it. And I said, I can't appraise these because I think they should be in a museum, and I think they should be in our museum, so it is a conflict of interest. And so I said, you should get someone else to evaluate them, and then they should donate them to our museum. And eventually that happened. But I did not know Lizzie. I was introduced to her photos first. Just one glimpse at pages of her albums were enough for me to realize this was a significant collection and it needed to be conserved because it was badly damaged. The albums were damaged, but when you opened it, the photos were pristine. But they would not have stayed that way. So that's how I met Lizzie. It was a love at first sight. Once you see the photos, you can't forget them, and you can't realize that they aren't history and that they should have been thrown out. So I did a gallery presentation. We did a blast of the photos, and then I wrote these grants so they would be digitized. The albums were conserved. We got rid of the mold. We got rid of the things that were damaging to the photos.
So that's what we've done for the last 10 years. It's been get a little money to take it to this level. So putting them online gave at least an insight, and then people did come. We've had 24 researchers travel from Europe to Kansas for the collection. My name is Maidie Armstrong, and I have been researching Lizzie LeBlond for over 10 years now. It's a long time. If I first started work on Lizzie LeBlond through this man behind me, Fred Burnaby, you can see the picture, the Tissot portrait, which is in the National Portrait Gallery in London. And one day I was looking at the portrait, and as I went to leave the room, a woman came up and said, if you think he is a notable man, then you should try looking at his wife. And I said, okay, and went away and had a look, and first read her book day in, day out. And I thought, this is somebody really interesting. To see this woman in a long dress, hat, gloves, everything with her, going up snowy mountains, I thought, wow, this is incredible. So I did far more research into it. She's definitely a professional photographer. The fact that she won medals in photographic exhibitions in sort of competition speaks to her professionalism. She was very, very clear about what she wanted. Grâce à de nombreuses années de photographie en été et en hiver dans les Alpes, je suis en mesure d'aider ceux qui désirent se lancer dans cette branche particulièrement fascinante de la photographie, la reproduction de scènes de neige. Chaque année voit un nombre croissant de personnes visiter les régions les plus élevées de la Suisse. Et chaque saison augmente la proportion de celles parmi elles qui portent des appareils photo. Pour leurs recherches, Jacqueline et Maddy sont allées à l'Alpine Club de Londres, mais aussi à Chamonix. De mon côté, en atteignant la pointe Burnaby, je rends hommage à Lizzie à ma manière. J'avais l'impression que je lui devais cela et qu'être en haut m'apprendrait quelque chose. La pointe Burnaby incarne à elle seule l'histoire de Lizzie. Une part d'ombre entoure son ascension, car elle ne s'est pas rendue au sommet du mont Bichorn, s'arrêtant 16 mètres plus bas. Une ironie du sort quand on sait qu'elle est à l'origine de tant de premières. Son nom, gravé là-haut, résonne non pas comme un triomphe, mais comme l'empreinte d'un de ces rares échecs entourés de mystères. Ça nous montre, quand on y réfléchit, les capacités de ces gens-là. Ils sont partis à une altitude, certainement l'altitude des alpages, pour monter à plus de 4000. Ensuite de ça, ils n'ont pas fait une voie facile. Elle est encore aujourd'hui cotée assez difficile, ce qui suppose d'avoir déjà de la technique, même aujourd'hui avec le matériel dont on dispose. C'est pas une ascension qui se situe au top niveau de l'époque. On a déjà fait beaucoup plus difficile, mais c'est pas une ascension facile. C'est une très belle première. C'est vrai qu'à cette époque-là, du fait du caractère très masculin de l'alpinisme, les femmes, elles sont pensées comme des sortes d'étrangetés dans ce milieu-là. Quand on regarde leurs quelques comptes rendus, certaines disent que, par exemple, les membres de l'Alpine Club refusaient de leur adresser la parole quand ils les croisaient sur les sentiers, dans la montagne. Donc ça témoigne quand même de ce refus assez explicite de laisser les femmes pratiquer. Et ce refus de laisser les femmes pratiquer, il faut le comprendre dans le contexte de l'époque, où il y a un discours médical qui impose aux femmes une activité physique limitée pour préserver notamment leur fonction de maternité, en considérant que ce serait dangereux pour les femmes de trop s'épuiser. L'autre danger, c'est que ça les rendrait trop masculines et une femme correcte, en fait, doit être une femme frêle, douce, qui n'a pas de muscles, qui ne transpire pas, comme c'est toujours le cas, en fait, dans les représentations actuelles. Ce qui fait que, quand on lit les rares, notamment notices nécrologiques
dans les journaux masculins qui sont consacrés aux grandes alpinistes. Il y en a certaines notices qui sont publiées. Souvent, il est mis en avant leur qualité féminine juxtaposée à leurs exploits en alpinisme pour dire elle a su rester une femme, donc elle a su ressembler à une femme, rester frêle, rester féminine, malgré ses exploits en fait, ou à côté de ses exploits, je ne sais pas trop comment le dire. Parmi les Anglaises et les Françaises de la fin du 19e, il n'y a pas de femme comme Elisabeth Leblond qui va documenter ses ascensions. Elles peuvent le faire par l'intermédiaire d'hommes. Leurs ascensions peuvent être racontées par d'autres, mais elles n'ont pas la main en fait sur ces récits. On les raconte, et parfois on les critique, et parfois on les encense, mais c'est pas elles qui décident en fait de raconter les choses. Peu de gens au début des années 80 prenaient des photos en grimpant. Quand j'ai eu mon premier appareil photo, les expositions rapides étaient inconnues. J'ai dû tout apprendre du mieux que je pouvais. Le photographe de Chamonix m'a donné son conseil quant au développement. Développer jusqu'à ce que la plaque soit aussi noire qu'un péché mortel. Il s'agissait de mettre en place un appareil photo avec des mains à moitié gelées, de se cacher la tête sous un tissu de mise au point qui continuait de bouger et de régler d'innombrables vis à une température bien en dessous de 0. La cabane de Tracuy se situe à 3259 mètres et nous devions l'atteindre avant la nuit. Alors que la neige n'était encore qu'au loin, j'avais déjà quelques difficultés à avancer. Et l'imaginaire, on va dire occidental, c'est le danger. Les avalanches, les chutes de pierres, les pentes, etc. Et puis l'alpinisme a conforté les gens dans cette idée-là. Alors qu'en fait, statistiquement, il n'y a pas tant d'accidents que ça. Et pour les gens qui vivent en montagne, c'est un endroit que je suis assis sur ma petite terrasse comme ça et que j'ai le dos contre la face nord. Je me sens bien. Je ne me sens pas menacé. C'est simplement se sentir bien en montagne, c'est accepter d'apprendre pendant des années et d'apprendre tout le temps la façon de les fréquenter. Donc aujourd'hui, on a fait toute la grande montée de Puisinal, donc 1600 mètres. Et l'idée demain, c'est dès qu'on part du refuge, vu qu'on est sur un glacier, on met les crampons, on s'encorde. Et puis l'idée, on va prendre le plat du glacier, prendre sa branche ici, pour arriver au col, entre la pointe principale du Bichorn, la pointe Burnaby, et puis arriver à la pointe Burnaby, qui est cotée 4134 mètres. Ok, et glacier de Tourtemagne. Tourtemagne, et puis on reviendra par le même itinéraire. En cotation d'alpinisme, c'est côté F, ça veut dire c'est plutôt sur le bas de la cotation. On risque de marcher tout le long avec 2 bâtons. On a quand même le piolet sur le sac au cas où il y a un petit passage plus raide. On a les crampons tout le long, mais c'est plutôt de l'alpinisme accessible entre guillemets. Ouais. Et puis la dernière petite partie sera forcément un tout petit peu plus technique. Et on utilisera peut-être le piolet sur la dernière partie, il y aura sûrement un petit peu plus de pente. Et on changera l'encordement, on prendra un encordement court, alors que tout le reste, on aura un encordement long, puisque le risque principal, c'est la chute en crevasse sur un glacier. Une ambiance particulière se trouve dans ce refuge de haute montagne. Le temps est suspendu, on parle seulement de destination et d'arrivée. Demain, j'attaque 900 mètres et ça va être une épreuve pour moi, car je ressens déjà le mal d'altitude. Ce soir, je fixe ces sommets et un sentiment d'imposture me ronge. J'ai peur de ne pas y arriver, car contrairement à Lizzie, je n'ai pas eu le luxe du temps libre. Mon entraînement a été plus court, moins intense, et le doute s'installe. Voyez, madame,
Cette fine pointe qui se dresse à droite du Weisshorn? Cette montagne est 106 mètres plus haute que le Piz Bernina, et pourtant personne n'y est encore jamais monté. J'examinais attentivement les arêtes, et il n'y avait aucun doute quant à la justesse de son affirmation. Nous décidâmes aussitôt de profiter du beau temps pour entreprendre l'ascension de ce nouveau sommet. Bon, mais ça n'a pas gelé, hein? Non. Il y a rien de nouveau sous le soleil et pas le soleil. Ouais. Pour l'ascension de la pointe Burnaby, j'ai fait équipe avec Laurent, qui a fait preuve d'une grande patience. Simon et Arnaud étaient avec Claude, pressés de rejoindre le mont Bischorn, voisin de la pointe Burnaby. J'aurais aimé vous offrir des images d'ascension grandioses, seulement je n'avais pas réalisé la difficulté de capturer la montagne dans ces conditions. Dans la cordée devant moi, Simon, concentré dans sa propre ascension, s'approchait à grands pas du Bischorn. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de sortir sa caméra pour capturer son arrivée au sommet. Bienvenue au sommet du Bischorn. Tout comme Lizzie, je voulais vous raconter cette ascension de la meilleure des façons possibles, vous faire ressentir le mouvement de la marche, de l'effort, mais le challenge fut plus difficile que ce que j'imaginais. Je me rends vraiment compte du savoir-faire de Lizzie. Her photographs were used as illustrations in several books. And she also wrote her own book called Hints on Snow Photography, which is a very slim pamphlet, but nevertheless it's there. And she does give some very interesting tips on how to take films, particularly with the large, unwieldy plates that they would have used at that time. She actually took the steps to show you how to become an artist of photography. She was doing it on the top of mountains, wearing bustle skirts and shoes with nails in them because she did not have proper climbing equipment, with glass plates and developing equipment. Most recently, we were donated and gifted 10 of her lantern slides that she actually used. So we have the original glass plates written in her hand that she presented to soldiers. And we have the stories of how she presented them to soldiers. And it's quite entertaining how she was spreading, joy among the soldiers during World War II by talking about these great things they can do after the war. La première fois que j'ai fait face à un public, mon cœur battait la chamade. Et tandis que les jeunes en tenue kaki entraient sous les ordres de leur sergent et prenaient place au mot du commandement, je me demandais vraiment si je réussirais à capter leur attention. Mais mes images et mes commentaires informels semblaient leur plaire. Et je n'ai jamais eu un meilleur public que ces jeunes soldats. La conférence qu'ils préféraient était intitulée « Une journée dans les Hautes-Alpes ».
Cela me permettait de raconter de nombreuses anecdotes passionnantes, illustrées par des diapositives choisies parmi les milliers de photographies que j'avais prises lors de mes ascensions. Traînant des pieds, je suis arrivée au col, la pointe Burnaby ne se situant plus qu'à quelques mètres de moi. Malgré la difficulté accrue, silencieuse, je finis par voir le sommet. Ouais, je propose ça, on se regroupe, on mange un sandwich ou une barre ou quoi. De toute façon, il y a besoin qu'elle souffle. Hein. T'as remarqué? Non, elle a tout donné là. Bah ouais. C'est bien le montage. Ah, c'est long et puis c'est haut. Claude estime que je ne suis pas capable de l'atteindre, mais mon guide, Laurent, m'encourage. Mais elle va le faire, hein. Elle va aller en haut, non? J'ai l'impression qu'il descend bien. Là, on est en train de chercher les ennuis. Je suis essoufflée, mais je suis là, cachée dans les nuages, et je suis fière d'avoir relevé le défi. Je suis là où tu as été, Lizzie, à l'endroit qui porte ton nom, à 4135 mètres. Quelques pas de plus, et le pic s'abaissait au niveau de ses voisins. Et ce que je croyais être l'avant-dernier sommet inexploré de plus de 4000 mètres dans les Alpes était conquis. Aucun signe d'une ascension antérieure ne pouvait être découvert. Le sommet était donc vraiment le nôtre. Nous avons érigé le traditionnel cairn, déposé nos noms dans une bouteille, et nous nous sommes félicités sans retenue. Je suis en haut, et pourtant il me reste quelque chose à dire sur toi, Lizzie. Tu as raconté en écrivant, en photographiant, en faisant des conférences. Tes photographies étaient dans des magazines, des livres sur la montagne, mais tu as aussi filmé les sports d'hiver à Saint-Moritz en 1898. Et tu ne l'as même pas mentionné dans tes mémoires. Pour toi, ça n'est rien, mais il est possible que tu sois la première personne à avoir documenté les sports d'hiver. En tout cas, la première femme, c'est certain. Le fait qu'elle ait fait 10 films, je pense que ça ne devait pas la satisfaire. Elle n'a pas dû trouver voilà, ce qu'elle cherchait de plus peut-être que dans la photographie, et donc assez rapidement abandonné en fait, puisqu'elle y aurait trouvé un intérêt. Je pense qu'elle en aurait fait beaucoup plus que ça. Elle les a vus puisqu'ils ont été diffusés. Donc je pense qu'il y a peut-être une insatisfaction sur une attente, peut-être due justement à ce problème de chargeur. Si elle filme visiblement des activités sportives, le chargeur ne permet peut-être pas de rendre compte de la totalité d'un mouvement, d'un geste, et c'est peut-être ça qui la frustre. Donc l'instantané de la photo lui permet peut-être finalement une synthèse de ce qu'elle souhaitait. Ça ne peut être qu'une hypothèse, mais je pense que ça relève peut-être de quelque chose de cet ordre-là. Si effectivement c'était cette exaltation en fait du geste d'escalade qui l'a passionnée, le cinématographe à ce moment-là devait être un peu frustrant pour elle. Lizzie made 10 films between 1888 and 1889 that we know of because they appear in a catalog. The catalog tells us how long they were, they tell us what the topic is, and they give a brief history of it. It was a list of movies that were for sale in London. There was a movie warehouse, and people could order, they had different things like some were educational films, some were activities and sports, and that would have been where hers were. And you would just order them, just like now we go on streaming and we look at the selections and we choose this program. I knew about the films, but there is the mystery. Yes, obviously I have asked everywhere, as you can imagine, does anybody have these films? I was thinking about this, and I wondered whether she actually owned a cine camera or whether she had borrowed somebody else's. And she doesn't seem to have carried on making films in any great quantity. I wondered whether that was an experiment that she tried. That, I think, is the key to the mystery, is the camera. And I think if you find out who owned a camera and who else was filming and had films shown, then maybe that may be a way to find more of
Lizzie's films. On peut imaginer voilà, qu'elle a reporté de sa pratique photographique à sa pratique cinématographique voilà, une attention particulière au cadre. Mais on ne peut pas tellement aller au-delà s'il n'y a même pas un photogramme quelque part dans un catalogue voilà, de ces films. Il faut partir à la recherche effectivement de témoignages, par exemple de gens qui auraient pu assister aux projections. Une seule mention subsiste à propos de tes films. Madame Main a su capter des sujets intéressants, là où les professionnels ne s'étaient pas aventurés. Ses vues animées de sports d'hiver dans les régions alpines en sont un parfait exemple. Ces mots datent de 1900 et reflètent la pensée du pionnier du cinéma britannique Cecil Epworth. Ils reconnaissent ton regard, ton audace à filmer ces paysages enneigés quand le cinéma en était encore à ses balbutiements. C'est la preuve discrète, mais indéniable, que tu as fait partie des pionniers à capturer ces instants d'hiver en mouvement. Non, je ne connais pas d'opératrice de sport d'hiver. Pas à cette période-là. Quelques actualités, mais c'était des hommes qui étaient envoyés voilà, pour tourner des compétitions sportives, de luge, de bobsleigh, un peu de ski sur les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Là, j'ai travaillé sur un film Gaumont, des actualités Gaumont, où on voit une compétition de bob et ça doit être autour des années 1910-1914. Lizzie, ton nom aurait pu être gravé dans l'histoire de l'alpinisme, de la photographie, du cinéma, mais sache que tu as laissé une trace. À travers tes photographies, tu n'as pas seulement capturé des paysages, tu as révélé le contraste saisissant de la neige sur les parois, le silence de l'hiver, la complicité avec tes guides et la poésie d'instants suspendus. Ce que tu as figé est inestimable, et tu as été une rencontre précieuse que je n'oublierai jamais. J'avais à mon actif 2 ascensions du Mont Blanc, dont une par le côté italien. Des années plus tard, je réalisais quelle occasion j'avais manquée. J'aurais pu écrire toute l'histoire de l'alpinisme hivernal jusqu'à ce moment-là et produire un livre véritablement précieux. Mais je grimpais comme une enfant, avec ardeur, passion, sans penser un instant au spectateur, et sans même savoir qu'il pouvait exister. Et un jour, quand je suis tombée sur l'article d'un journal me surnommant une alpiniste de renommée mondiale, je me suis demandé quel idiot avait bien pu écrire cela. Les films de Lizzie, mais ils ont été vus par des amateurs de montagne, ils ont peut-être été vus aussi par d'autres opérateurs qui s'en sont nourris, qui ont eux-mêmes photographié ou filmé par rapport à ce qu'ils avaient pu voir de ces bandes. Et on a besoin de tout ce passé pour pouvoir réfléchir sur ce que l'on a envie de créer aujourd'hui. Comprendre le passé, mais aussi avoir des outils aujourd'hui pour créer. She was a role model for women, but she was a role model for men. I'm just so happy that you have gone and retraced her steps. I think that it is vital that today we remember who came before us and also to see what today it looks like. I just think that that's the importance of these historical figures that sometimes just get tossed out in the trash. The information they had is so valuable and so relevant today. It doesn't matter if it's over 100 years ago. It still relates to us today.